connaissez la vanille de Tahiti spécifiquement ou... Ah bah, c'est ma préférée. C'est-à-dire que effectivement, quand on est artisan, on va aller sélectionner à travers tout le monde des produits, des ingrédients qui nous plaisent ou qui nous plaisent moins. Et il se trouve que la vanille de Tahiti, pour l'avoir d'abord dégusté ici, de l'avoir utilisé beaucoup, avec tout l'aspect fantasmé aussi de la vanille de Tahiti qui vient de très loin, très épaisse, très grasse. Mais effectivement, à la dégustation, quand vous la goûtez accrue, et notamment dans le cœur de la gousse, vous avez cette sensation presque d'une peau de pruneau légèrement fine, pelliculée comme ça, et après une explosion des saveurs et une longueur en bouche. C'est comme ça qu'on fait les tests pour savoir quelle est la meilleure vanille finalement, et une très très légère pointe d'amertume en fin de dégustation qui va continuer à révéler la saveur du produit. Donc c'est très intéressant pour l'artisan de voir le sens de la vie. D'ailleurs c'est drôle parce qu'on a évoqué des choses qui sont des liens de vie, finalement, 9 mois, etc., pollinisation avec la main, le mariage de la fleur, enfin, les mots sont assez poétiques, et il y a toute une douceur dans la vanille qui, effectivement, qui conforte, qui ne reste pas du domaine du fantasme, qui est au contraire de la réalité, d'une qualité de produit. Et ce qui a été évoqué, ce qui est très intéressant, c'est l'idée de l'économie de la qualité, de sélectionner le meilleur, et que c'est d'abord la valeur du produit avant son prix. C'est pas le prix qui fait la valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment ressenti sur une exploitation comme celle-là. Le voyage aussi, c'est le moment pour découvrir des produits. C'est pour ça que vous voyagez énormément, je crois. Moi, je voyage énormément, mais avant de découvrir des produits, il faut découvrir des cultures, des hommes et des femmes. C'est ça l'intérêt, parce que la chaîne de l'histoire, elle se passe, c'est un lien du vivant, de la terre à la transformation du produit jusqu'à la dégustation du produit. Mais c'est d'abord de rencontrer des hommes, des femmes qui font ces produits, qui s'impliquent des fois avec une prise de risque qui est colossale. Quand vous reprenez une entreprise telle que celle-ci, vous avez une prise de risque économique qui est colossale, avec un produit qui est extrêmement fragile et lié au climat. Donc il va falloir que l'homme ait l'humilité de se dire, il va falloir que je trouve ma place dans un écosystème qui est d'une fragilité absolue. Donc c'est tout ce qui fait la passion aussi de mon métier. Si mon métier n'était que d'empiler des recettes et de les mettre dans des casseroles pour servir des clients, ce ne serait pas suffisant. Il faut qu'il y ait une histoire autour. Justement, le client aujourd'hui voulait apporter un produit, mais voulait apporter aussi l'histoire de ce produit avec les gens qui le font, c'est ça? C'est ce que cherche le client aujourd'hui? Mais je pense que c'est ce qu'on devrait tous chercher. C'est-à-dire que l'histoire, c'est pas simplement une histoire d'une économie, c'est tout un écosystème qui va avec. Ce lien du vivant, il n'est pas simplement encore une fois, je me répète, pardon, mais d'empiler des recettes, essayer de convaincre par rapport à un tel ou à un tel qu'on est le meilleur. C'est pas ça. De promouvoir de la gastronomie, c'est aussi de promouvoir le vivant de la terre à l'assiette, mais avec les hommes et les femmes qui font ce vivant, et de défendre quelque chose qui est un combat politique finalement, l'économie de la qualité. Moi j'ai eu horreur de cette économie du low cost, du tout pas cher, qui vous laisse croire que vous avez une relation privilégiée, que vous allez pouvoir finalement exploiter la nature et à petit prix. C'est pas vrai, il faut qu'on retrouve la valeur des choses et qu'au travers de cette économie de la qualité, qu'elle finisse par tuer cette économie du low cost. Le low cost, cette économie du renoncement de la qualité, finalement a appauvri tous les peuples. Donc aujourd'hui, il faut défendre l'économie de la qualité et trouver et de faire en sorte que nos principes économiques, nos principes de croissance, soient une croissance en conscience à impact social et à impact environnemental. Sinon, eh bien, les fractures sociales se solidifieront encore plus. Donc il faut ramener l'idée de l'économie de la qualité et faire en sorte qu'un maximum de gens aient les moyens de cette qualité, parce qu'il y a toute une histoire de vie autour. C'est ça les mécanismes les plus intéressants. C'est pas simplement de dire merveilleux, j'ai trouvé de la super vanille, je vais faire des super gâteaux très chers et je vais les vendre à des gens qui sont des ultra riches. C'est pas l'histoire de la nature, c'est pas l'histoire, et il semblerait que ce soit plus l'histoire de notre espèce, et que notre espèce a intérêt à corriger le tir, certes de continuer peut-être à défendre une certaine croissance, mais que cette croissance soit explicable, soit une croissance en conscience, une croissance qui a un impact social et un impact environnemental. Tant qu'on ne mesure pas ces impacts-là, on court le danger des fractures trop brutales de nos sociétés. Et ça, c'est des combats politiques au sens étymologique du terme, pas simplement
de vouloir être élu à tout prix parce qu'on a peur de ne pas être choisi. Je pense que je suis même convaincu que le travail que nous faisons depuis une dizaine d'années à l'université Paris-Saclay, ces rencontres aussi quand on vient dans des territoires comme le territoire polynésien, eh bien de mieux comprendre les cultures, presque une forme de spiritualité qu'il y a par moment autour des produits, et notamment ce symbole de la vanille finalement où la main de l'homme va venir créer cette jonction avec beaucoup de délicatesse pour qu'existe une gousse de la vanille de Tahiti, qui est une vanille très signature. On a plusieurs évidemment connaissances de la vanille dans le monde entier, et cette vanille de Tahiti a une signature très précise en termes de dégustation, d'épaisseur, de ce côté un peu gras de la vanille et de cette durabilité de la vanille de Tahiti. Donc là aujourd'hui ce sont des récompenses, notamment cette rencontre est une rencontre extrêmement enrichissante en termes de connaissances, de culture et de curiosité. Parce que ce qui nous fait être libre, c'est quand même de continuer à cultiver notre curiosité. Merci. Une autre petite question, de façon plus globale sur ce tour de l'île au contact des agriculteurs, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, mais ces rencontres, est-ce que ça a toujours fait partie de votre démarche? Oui, parce que qu'est-ce que ça m'inspire, moi, c'est de rencontrer les hommes et les femmes qui font une culture. C'est pas simplement de dire ce que j'ai dit tout à l'heure, d'empiler des recettes dans des casseroles et de dire je vais convaincre que je suis le meilleur ou le moins bon. C'est pas le sujet, c'est de comprendre l'histoire des choses et puis des fois de réactiver certaines choses. Parce que quand vous regardez la culture polynésienne, très spirituelle, hein, on oublie, il y a même une certaine spiritualité laïque dans la consommation des produits, et de comprendre pourquoi, peut-être à un moment ça s'est arrêté, pourquoi on a marqué le territoire par une empreinte très forte au niveau du tourisme, en disant c'est un tourisme de bronzage, et voilà, il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir d'autre. Or que je pense qu'on peut affirmer une culture polynésienne en termes de gastronomie, de se réapproprier des cultures qui avaient peut-être été un petit peu oubliées pour des raisons diverses et variées sur la Polynésie. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est prête à encore un peu plus aller dans l'effort d'aller plus loin sur cette culture polynésienne, et notamment cette signature gastronomique. Donc aujourd'hui, pour moi, en tant que curieux finalement de la gastronomie, c'est d'essayer de trouver une forme de cartographie de ce qui s'est fait dans le passé par les aînés. On va parler des années de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre, de mieux comprendre l'histoire de la Polynésie, et qu'à un moment de dire mais qu'est-ce que la Polynésie pourrait relancer pour affirmer encore un peu plus une écriture gastronomique. On a vu le taro ce matin, on voit la vanille en fin de matinée, et on a l'impression que on va aller comme ça sur des micro-cultures qu'on pourrait peut-être voir arriver dans une culture un peu plus large, parce que nos sociétés sont fracturées. Il y a, sur une fracture sociale, il y a toujours une alimentation à deux vitesses. Une alimentation pour ceux qui ont les moyens de se payer une alimentation moins ultra transformée avec plus de connaissances, et puis ceux qui finissent par croire qu'ils sont assignés à une culture de l'industrie, d'ultra transformée, de l'ultra importé. Je pense que culturellement, et c'est ce que nous défendons avec le président de la Polynésie, mais en même temps ce rapprochement entre les écoles hôtelières et le pôle universitaire, de se dire non, il faut se réapproprier cette culture polynésienne. Elle passe par des marquages sur le corps, elle passe par une tenue vestimentaire, par un style d'hospitalité, mais en même temps il y a à approfondir cette relation avec l'alimentation pour que l'alimentation reprenne tous ses droits dans le chemin de vie de chaque Polynésien, mais aussi qu'on ne considère pas que la Polynésie n'est simplement un lieu de villégiature où on vient se tremper les pieds dans l'eau et que tout se passe bien. Il faut élargir un peu tout ça. Merci beaucoup, je vous embête.